I won more premierships alone. Ready! To be honest, I get fed up with it. Your job is to tell the truth, right? That's your job. I look at you, not because you give information. I don't know if it's you. Hello everyone, bienvenue dans le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. Après un épisode enregistré hier jeudi et sorti ce matin, donc vendredi, consacré à l'Écosse au titre des Rangers et les déboires du Celtic entre d'autres sujets abordés sur la Scottish Premiership, retour au quotidien de la Premier League, le derby de Manchester, les questions sur l'avenir d'Agüero, le North London Derby programmé dimanche, Chelsea qui va toujours bien sous Thomas Tuchel, Leeds United toujours de face et puis l'énorme remontée incroyable de Fulham. Ces sujets seront détaillés en ma compagnie avec mes deux acolytes et confrères habituels, Fred Happ et Arman Soldin, correspondant sportif à l'AFP au Royaume-Uni. Comment vous allez, messieurs ? Bien. Écoute, une belle journée après un début de journée un peu pluvieux. Là, le soleil se montre, donc un petit air de printemps, encore frais, mais un petit air de printemps quand même. Chez moi, le soleil n'est pas encore arrivé, mais ça va tout aussi bien. Chez moi, c'est encore nuageux à souhait. Il faut dire que Londres, c'est quand même très étiré. Hein, donc, du coup, peut-être qu'il y en a un qui a un énorme soleil et puis que l'autre a une pluie torrentielle. Hein. Ça m'est arrivé quand j'y étais. Hein. Il y a beaucoup de vent aussi. C'est peut-être ça. Ouais, il y a beaucoup de vent, ça c'est clair. Arman, on se retrouve aussi sur Canal tous les week-ends de Premier League. Tu étais à l'Etihad dimanche dernier. Ouais. On va revenir sur ce derby de Manchester. Qu'est-ce que tu en as pensé justement, toi des tribunes, par rapport, c'est vrai, à cette victoire, on va dire, convaincante dans son style de Man United, et c'est vrai, un City vraiment un peu en dedans. Tout d'abord, j'étais surpris par le score à la fin, mais je pensais que c'était vraiment le meilleur scénario possible pour Manchester United. Ce penalty qui arrive très vite. On sait comment Manchester joue, ils préfèrent attendre un peu, contre-attaque, etc. Et là, le meilleur truc qui puisse leur arriver, marquer très vite et ensuite attendre patiemment en laissant Man City attaquer, et finalement ça va payer avec le but de Shaw. Donc très surpris quand même, parce que je pensais Man City vraiment entre guillemets favori pour le match. Même fait des petits paris, etc. Tellement j'étais convaincu, mais bon, c'est un derby, c'est la folie. Ole Gunnar Solskjaer qui confirme entre guillemets sa suprématie sur Guardiola, entre guillemets la suprématie, mais voilà, c'est un des rares managers qui réussit à avoir le meilleur contre Guardiola. Et non, après, le Manchester United a très bien joué. Surtout, je trouve des joueurs qui toute la saison étaient bons, Luke Shaw en particulier. La surprise, c'était Martial, qui a fait un beau match. C'était ça la surprise. C'est vrai, ça devient une surprise limite maintenant, ouais. Et non, voilà, on ne va pas dire que ça relance le championnat, mais bon, ça fait plaisir de voir Man City à terre. Et surtout, en fait, c'est peut-être un peu problématique pour Guardiola, car Man City, je ne sais pas c'était quand la dernière fois qu'ils avaient été menés au score, mais c'était il y a une éternité. C'était une éternité, et je pense que ça date de la défaite justement contre Tottenham, leur dernière défaite, parce que après en fait ils ont gagné que soit en faisant beaucoup de clean sheet, ou alors ils menaient et puis l'équipe adverse égalisait, mais ils reprenaient après. Donc je pense que c'est vraiment... Est-ce que c'est pas ça peut-être le point faible, le talon d'Achille de Man City, c'est que ils ont tellement l'habitude de contrôler le match que quand les choses ne vont pas vraiment comme ils le souhaitent. Est-ce que c'est peut-être pas ça justement un petit peu qui pourrait leur porter préjudice en Ligue des Champions par exemple? Ouais, justement. Toi, t'en penses quoi, Fred, justement, de ça, je sais pas si c'est vraiment un problème, parce qu'en Premier League, évidemment, la saison est jouée, mais c'est surtout en Ligue des Champions qu'on attend Manchester City. Et c'est vrai que si cette équipe se retrouve menée assez rapidement en plus, là, donc comme contre Man United, ça peut poser un petit peu problématique. Oui, c'est vrai. Après, plus que... Enfin, il faudra attendre de voir déjà si cette tendance se confirme dans d'autres matchs. Hein. Ce qui est surtout important, moi je trouve, c'est le rebond derrière, et d'avoir tout de suite repris la victoire dans le match suivant, 5-2.
C'est vrai que Pep Guardiola l'avait dit, hein, lorsqu'on lui parlait de cette série, il savait bien que ça ne durerait pas éternellement. Et donc, pour lui, vraiment, ce qui serait déterminant, c'est comment son équipe réagirait lorsque cette série s'arrêterait. Donc là, ils ont plutôt bien réagi. Là, ils ont un match retour sans trop de problèmes, a priori, contre Mönchengladbach, donc ça devrait le faire. Mais c'est vrai que de toute façon, la saison de City, maintenant, elle sera jugée beaucoup sur la C1. En Première Ligue, ils ont eu très peu à partir du milieu du championnat, il n'y a quasiment plus de concurrence suffisamment dense et suffisamment continue pour les menacer. Donc maintenant, c'est sur la C1 qu'on sait que pour Guardiola, c'est là-dessus qui sera toujours un petit peu jugé. Donc ils vont pouvoir se concentrer dessus aussi. Ça va être un avantage pour eux, hein. Ils n'ont plus grand-chose d'autre pour les distraire. Donc voilà, l'équipe a bien réagi. Je ne vois pas de raison de craindre pour eux pour la suite de la saison pour l'instant. Oui, ils ont bien réagi, tu as raison, puisqu'ils ont gagné contre Southampton, donc en match avancé de la 33e journée, puisque ça coïncide, ce week-end, la 33e journée coïncide avec la finale de la Ligue Cup face à Tottenham. Ils ont gagné 5-2, donc assez aisément en se créant pléthore d'occasions. Mais ce qui posait beaucoup de questions, on va dire, ces dernières semaines, bon, déjà un peu un vieux serpent de mer depuis on va dire, la fin de l'année 2020, c'est l'avenir de Sergio Agüero. Il est rentré contre Southampton 18 minutes, donc évidemment toujours un peu compliqué, sachant que cette saison, il a été touché par les blessures. Déjà, il avait une énorme blessure au genou contractée contre Burnley lors du premier match du restart, plus après d'autres blessures qui sont venues, le coronavirus. C'est une saison très compliquée, Arman, pour Agüero. Il est en fin de contrat à la fin de la saison. Et se pose la question, est-ce qu'il pourrait rester à City? Est-ce que City va investir sur le marché des transferts? Cette tendance, on a tendance plus à croire justement cette option-là, à prendre un autre attaquant un gros calibre. On parle évidemment d'Haaland, mais d'autres aussi. Là, se pose vraiment la question de l'avenir d'un monument à Manchester City. Ouais, il a 256 buts pour City depuis qu'ils sont arrivés en 2011, et Guardiola en a parlé aussi en conf de presse cette semaine. Il a dit que d'un point de vue humain, évidemment qu'il aimerait garder Agüero, mais que ce seront les prochains mois justement qui vont décider un petit peu si ce sera le cas. Oui, bien sûr, un monument qui part, mais après il faut voir que Man City n'a pas non plus 1000 joueurs très très expérimentés. On sait qu'il y a juste Fernandinho qui est encore là, et encore il devait partir, puis finalement il est resté pour son. Mais ils n'ont pas beaucoup de joueurs au-dessus de 30 ans. Hein. Donc quelque part, la politique serait qu'il parte, surtout qu'il a tout gagné sauf la Ligue des Champions. On en parlait la dernière fois. Si jamais Ligue des Champions il y a, c'est sûr que je pense que même Agüero, lui, je pense qu'il aimerait quitter peut-être le brumeux Manchester, lui qui s'en plaignait il y a quelques années. Peut-être que c'était pour un moyen de pression aussi dans la négociation de son contrat. Mais un monument qui part, pas seulement pour Man City, enfin s'il part, mais pour toute la Première Ligue. Il a vraiment marqué, on se souviendra tous de son but qui donne le titre, c'était contre QPR, quand il enlève, on s'en souviendra pour toujours. C'est d'ailleurs la première image de réclame de marketing de la Première Ligue, et je pense que ça le restera encore pendant pas mal de temps. Et puis surtout qu'à l'Etihad, je ne sais pas si tu avais déjà fait le tour du stade, mais si tu avais fait attention à un moment au niveau du stade et dans une espèce de vitrine un peu en hauteur, il y a la minute, la seconde, le Agüero de Martin Tyler de Sky. Forcément, pour se refaire dessus et puis pour jouer aussi, c'est vrai que ça a été un monument absolument incroyable. Tu as parlé de Fernandinho, oui, il a sur les 5 derniers matchs de City en Première Ligue, il a été 3 fois titulaire en jouant tout le match. Il a été 14 fois impliqué dans des rencontres. Il est en fin de contrat aussi en 2021. Il a été plutôt intéressant aussi quand il était présent ces dernières semaines. Donc à voir aussi pour lui, je pense quand même qu'il partira. Et puis juste pour finir, là ça va concerner Man United. Donc Ole Gunnar Solskjaer était devenu le premier entraîneur dans un Manchester Derby à gagner ses 3 premiers matchs à l'extérieur, donc face au rival. Et le club a nommé cette semaine donc un directeur of football
et un technical director qui est donc Darren Fletcher, le directeur au football. C'est John Murtough qui était déjà là avant, qui était arrivé en janvier 2014 à Manchester United. C'est un bras droit d'Ed Woodward. Concrètement, le club est quand même un peu plus structuré, mais dans les missions que chacun possède, il n'y aura aucune révolution, ce sera exactement la même chose, juste que le club est un petit peu mieux organisé, on va dire, au niveau de l'organigramme. Fred, je ne sais pas si tu avais vu cette info et si tu as quelque chose un petit peu à dire par rapport à ça. Est-ce que tu penses vraiment que... J'avais fait un Fred aussi là-dessus pour dire que ça ne changera rien, mais comment tu as réagi par rapport à ça? Alors non, c'est sûr que c'est pas une révolution, c'est différent de la réorganisation d'Arsenal, par exemple, qu'il y avait eu il y a quelques mois. Là, c'est vrai que ce qui frappe, c'est d'une part l'ascension assez fulgurante de Darren Fletcher, qui est passé assez rapidement les échelons. Il avait déjà été nommé l'un des adjoints de Solskjaer pour donner un coup de main avec l'équipe première, et on avait dit que notamment ça avait fait beaucoup de bien à Pogba. Voilà, ce qui est marquant, c'est que ce sont des solutions en interne déjà. Donc le club se structure, mais avec, je vais dire, à moyen constant. Et Murtough, c'est quand même quelqu'un qui avait joué un rôle assez important ces derniers mois, notamment dans essayer de rationaliser un petit peu les processus de recrutement, dans le développement aussi de certains aspects du club, le club de la part la section féminine, enfin voilà. Donc c'est des gens qui connaissent vraiment bien le club, et je pense que c'est plutôt bon signe. On a l'impression que voilà, on a identifié des compétences, on a identifié des champs sur lesquels il faut travailler, et on a trouvé en interne les compétences, ce qui est un signe de continuité, et pour un club où l'identité a quand même un point important, c'est toujours bien aussi d'essayer de faire ce genre de bricolage maison. Voilà. Oui, le recruitment process sera toujours géré par Ole Gunnar Solskjaer, par Matt Judge, donc qui est le chef, on va dire, des négociations au niveau des transferts, par Steve Brown, qui est aussi le chef du recrutement, des opérations de recrutement, avec Marcel Booth passé juste en dessous de lui au niveau de la hiérarchie. Donc, ça sera toujours eux qui seront en charge, évidemment, et qui auront les derniers mots par rapport au transfert business du club. Donc voilà, mais en tout cas, il y a quand même une petite révolution à Manchester United. C'est un serpent de mer quand même depuis 3 ans, mais rien à voir avec une nomination externe, etc. C'était bien en interne, s'il devait y en avoir une. Et puis, il s'agit bien évidemment des bras droits et des personnes bien placées concernant Ed Woodward. On va passer au North London Derby, donc qui est programmé dimanche. Évidemment, gros match. Tu y seras, Herman? Non, j'y suis pas. Je suis le champion Man City, malheureusement. C'est un collègue qui va faire le derby. T'aurais aimé quand même, évidemment, aller à Emirates voir ton Arsenal, c'est vrai. C'est vrai. Mais je fous la Man City, c'est encore mieux. Ouais, on va évoquer le cas de Craven Cottage, magnifique. On va évoquer évidemment le cas de Fulham en fin de podcast. Pour commencer avec Arsenal, les résultats des Gunners sont toujours évidemment en dents de scie. Compliqué de voir Arsenal européen la saison prochaine via le championnat. Évidemment, ils ont encore toutes leurs chances, et ils l'ont démontré encore hier à l'Olympiakos, qu'ils ont les moyens d'aller loin dans cette compétition. Donc, est-ce que le mieux serait de tout miser sur la C3? J'en sais rien. Mais il y a quand même du mieux pour certains. Pepe notamment, je trouvais bon ces dernières semaines, et contre le Burnley aussi. Willian, incroyable, on le pensait évidemment complètement perdu. Sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 passes D, donc une par match, donc il y en a eu 2 en C3 et 2 en Première Ligue. Une légère embolie. Comment tu juges un petit peu le Arsenal de ces dernières semaines, Arman? Il y a du très bon. Je veux dire, tu as parlé de Pepe qui désormais, même parmi les supporters d'Arsenal, etc., il y en a beaucoup qui étaient perturbés de ne pas le voir au coup d'envoi de Burnley, etc., dès le début. Non, Arsenal, mais je soupire, mais je repense au match. je repense au match contre Burnley, mais Arsenal se saborde à un point inimaginable. Enfin, je comprends pas. Comment ils peuvent perdre ce match-là.
On est à 1-0. Faire match nul, oui. Et puis ça s'est revu un petit peu aussi. Oh bon, là même là. si c'est neutre. Et ils ont douté. Ils ont même douté à un moment. À un moment, Burnley les a fait totalement douter. Là, dès qu'ils égalisent, Arsenal perdu. Alors qu'ils avaient le match en main. Ils avaient les occasions les plus franches. Ça jouait très bien. Tu as parlé de Willian qui était perdu. Eh ben, il était perdu pendant quand même les 3/4 de la saison. On se rappelle au début, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtaient à le faire jouer. Parce que voilà, c'est un gros nom, etc. Mais au début, il faisait aucun effort. Il faisait aucune course, aucune passe. Il perdait ses duels, etc. Et là, on le voit enfin un peu plus conquérant, qui distribue bien mieux le jeu. Il y a des petites surprises comme Odegaard aussi, qui est pas mal, qui a marqué son premier but ou pas? Je crois que c'est son premier but avec Arsenal hier, d'une merveilleuse frappe, on va dire un petit peu à la Messi, même si elle était un peu plus centrée sur le but, mais incroyable. Qui finalement essaie de trouver un peu sa place. Non, beaucoup de mieux. Après, la défense un peu problématique de temps en temps, mais on se rappelle aussi du match contre Leicester. Très bon match. Moi, je pensais que ça allait peut-être devenir leur match un peu référence. Mais on a vu contre Burnley que Arsenal, le meilleur ennemi d'Arsenal, c'est quand même Arsenal. Et hier soir aussi, un petit peu. c'est vrai, justement, tu parlais des erreurs. Donc, c'est Bayos. D'ailleurs, c'est Bayos aussi qui était impliqué sur un but casquette face à Benfica. D'ailleurs, c'était toujours au pire, donc ce stade ne lui réussit pas. Fred, justement, par rapport à ses performances d'Arsenal ces dernières semaines, et puis donc juste avant le choc face à Tottenham dimanche, tu penses que les Gunners peuvent au moins en Première Ligue quand même finir sur une bonne note? Ils montent quand même du mieux, mais c'est vrai qu'on ressent toujours un petit peu la même chose ces dernières années. L'ennemi vraiment d'Arsenal, c'est Arsenal et pas vraiment une autre équipe. C'est incroyable le fait de se saborder comme ça. Oui, c'est vrai, c'est très frustrant parce que la qualification contre Benfica arrachée aussi vraiment au forceps, avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Psychologiquement, on avait l'impression que ça aiderait peut-être à franchir un cap. On a l'impression que c'est validé. Vous en avez parlé avec la victoire à Leicester. Donc, on se dit, ça y est, ça redémarre. Et puis, comme toujours, souvent en tout cas avec ce club, un petit peu patatras derrière. Bon, hier, ils ont quand même gagné 3-1. Ils ont pris une belle option. Donc, c'est une compétition qu'ils connaissent, j'ai envie de dire malheureusement pour eux bien, l'Europa League maintenant. Malheureusement. Ouais. Non, mais ce serait important de finir sur une note positive. Mais bon, voilà, il y a un moment où on aimerait quand même que les progrès soient solidifiés, consolidés, qu'on passe un peu à autre chose et que on se projette vers un peu plus haut parce que malgré tout, on commence déjà à murmurer le nom d'Arteta ailleurs. Voilà, On murmure le nom d'Arteta où ça? À Barcelone. À Barcelone. Ouais. Laporta avait parlé de faire venir Arteta s'il était élu, et il a été élu. Donc bon, on verra. Mais c'est vrai que cette espèce de chantier permanent, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà, c'est très frustrant. Moi, je ne suis pas aussi supporter qu'Arman, donc je le vis bien. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour les supporters qui doivent s'arracher les cheveux assez souvent. Et j'ai oublié juste de dire aussi Aubameyang, en fait, qui se réveille depuis un mois et demi et qui fait beaucoup de bien quelque part. Voilà. Et enfin, c'est quelque part quand même le meilleur joueur d'Arsenal. La saison dernière, depuis qu'il est arrivé. Et le fait qu'il avait toute cette traversée du désert de l'été à l'hiver, on va dire. Voilà, ça fait du bien de le revoir marqué et pas seulement sur penalty. Donc voilà. C'est vrai que oui, ça va quand même mieux et heureusement parce qu'il y avait peut-être aussi, je vais pas dire que ça faisait un petit peu comme l'effet Ozil, enfin en tout cas au niveau de la prolongation de contrat où il y avait un petit peu ces rumeurs cet été, on savait pas trop s'il allait prolonger, mais on avait quand même bon espoir pour les supporters d'Arsenal. Il a prolongé, voilà, il a fait un très bon match au tout début de la saison, le premier contre Fulham et après en fait, il a complètement plongé. D'ailleurs, comme son équipe, hein, c'est pas le seul. Mais voilà, on retrouve. C'est lui qui tenait l'équipe vraiment à bout de bras. En fait, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt pendant la fin de la saison dernière. Enfin, toute la saison dernière d'ailleurs. Oui, et puis en plus surtout qui était là lors de la demi-finale de FA Cup contre City et puis lors de la finale. Donc on s'est dit enfin voilà, on voyait vraiment que c'était lui qui portait vraiment Arsenal et puis il a vraiment lors des matchs importants. Mais ensuite, les 6 premiers mois, ça a été absolument terrible. Et là, c'est vrai que oui, tu as raison, il commence à de nouveau bien rouler.
bien roulé, comme les Spurs. C'est vrai que là, depuis la défaite contre West Ham, il y a quelques semaines, il y a eu 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues, 3 en première ligue, et surtout 3 fois avec 4 buts marqués. C'était d'ailleurs la deuxième équipe du Big 5 européen, si on peut toujours appeler ça évidemment le Big 5 européen, à arriver à 100 buts, toutes compétitions confondues, depuis le Bayern de 106. Donc ça, c'était juste après le match contre Crystal Palace. D'ailleurs, le 100e but de Tottenham, il avait été inscrit par Harry Kane. C'était le 4e de la soirée contre Crystal Palace. D'ailleurs, Mourinho avait ironisé juste derrière en conférence de presse, donc par rapport à cette statistique, où il disait que oui, 100 buts, toute compétition confondue, c'est pas mal quand même pour une équipe aussi défensive et aussi négative. Donc évidemment, une petite attaque derrière. Justement, Fred, alors Tottenham, une équipe défensive ou pas ? Oui, mais enfin, évidemment, ça peut paraître contradictoire. Bien Maintenant, sûr. c'est plus qu'une équipe défensive, c'est une équipe de contre, ce qui n'est pas tout à fait pareil en fait. Évidemment, il y a la volonté de bien défendre avant tout et de défendre bas, ce qui est quand même la marque de fabrique aussi de son entraîneur, que ça lui plaise ou pas. Mais il y a quand même cette capacité à se projeter très vite devant, et il y a un potentiel offensif quand même impressionnant, quoi qu'on en dise. Donc c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts. Ils jouent aussi un peu plus de matchs, puisqu'ils ont eu les matchs préliminaires aussi de la Ligue Europa. Donc ils ont joué sans doute un peu plus de matchs que la plupart de leur niveau. Mais c'est vrai qu'ils ont marqué beaucoup de buts. Ils en ont mis 6 à Old Trafford, je suis désolé de te le rappeler. Ils en ont mis 7 contre le Maccabi Haïfa, 2 fois 4 contre Wolfsberg. Enfin, donc oui, c'est une équipe qui marque énormément de buts. Quand elle marque, elle en marque beaucoup. Et on voit bien Harry Kane qui marche sur l'eau cette saison, Son qui a un petit peu été éclipsé ces derniers temps, mais qui reste quand même là aussi pour donner des caviars et pousser le ballon au fond quand c'est nécessaire. Gareth Bale qui a connu une embellie ces dernières semaines qu'on n'attendait plus. Derrière, il y a des joueurs comme Lucas Moura qui peuvent aussi quand même devant le but être intéressants. Donc oui, c'est vrai que c'est un paradoxe, mais voilà. Après, Mourinho ne peut pas dire non plus que son équipe. Je trouve que le défaut des Spurs, ça n'a pas tellement été d'être négatif ou de défendre, ça a été de s'endormir quand ils menaient. C'est ça qui leur a coûté très cher, et c'est ça qu'ils ne font plus maintenant. La grosse différence pour moi, elle est là, c'est qu'à 1-0, ils continuent à essayer de faire mal à l'adversaire, à aller marquer un deuxième, un troisième, et ça, ils s'étaient un petit peu relâchés là-dessus ces derniers mois, et ça leur avait coûté cher, et ça avait expliqué en bonne partie leur glissade au classement. Et tu as bien fait d'en parler. Et justement, il y avait aussi ce souci de comme c'était vraiment une équipe qui défendait très bas et qui allait très 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 vite en contre, quand cette équipe se retrouvait évidemment menée, là, c'était plus du tout la même chose. Il fallait faire un petit peu plus de jeu, etc. Ce qui était pas vraiment dans l'ADN de cette équipe sous Mourinho. Donc c'était évidemment un peu plus compliqué, et puis on l'a vu d'ailleurs, on a vu un petit peu les difficultés quand il y a eu après cette défaite à Anfield, quand Tottenham, justement, on se posait la question si Tottenham pouvait lutter pour le titre. D'ailleurs, c'est un match assez parlant. D'ailleurs, le match aller au Tottenham Hotspur Stadium, où en fait, finalement, Son marquait très vite pour Tottenham. Après, il y a eu le deuxième but d'Harry Kane juste avant la mi-temps. Et puis, déjà, entre les deux buts, Tottenham qui défendait quand même très très bas, et la deuxième mi-temps où Tottenham n'a quasi pas attaqué et restait dans ses 30 derniers mètres. Et en fait, où les Gunners multipliaient les centres et puis n'arrivaient pas à prendre le dessus sur cette défense des Spurs. Arman, je vais revenir évidemment sur un joueur que tout le monde connaît, la star de cette équipe, mais ça fait quand même parler. Harry Kane, évidemment, 16 buts en Première Ligue, 26 toutes compétitions confondues, mais c'est pas forcément sur ces buts que je vais t'interroger, c'est surtout sur son implication dans le jeu et sur ses passes. 13 passes décisives en Première Ligue, 16 toutes compétitions confondues. Ça fait clairement, depuis clairement penser à un Thierry Henry, évidemment sur d'autres aspects du jeu, mais où Thierry Henry avait justement cette capacité à marquer beaucoup, mais surtout à créer beaucoup et à donner beaucoup de passes décisives, et être vraiment très très influent dans les derniers mètres. Là, c'est exactement pareil. Et puis en fait, ce Harry Kane là, on le voit depuis au moins 2-3 ans. C'est plus le finisseur qu'on voyait entre 2014 et 2016-2017. Non, super impressionnant. Pour moi, c'est même statistiquement, c'est le meilleur joueur du championnat anglais.
Si on regarde son nombre de passes décisives et le nombre de buts, et surtout en fait l'implication dans tout le jeu de Tottenham, à quel point en fait il est important. On a vu que quand il était plus là, Tottenham c'est vraiment plus la même histoire. On parlait du duo Son-Kane, mais c'est surtout quand même Kane qui est un peu dans son rôle de faux neuf. Qui est essentiel à Mourinho, et Mourinho le sait d'ailleurs. Je pense qu'il a eu une petite frayeur hier soir quand il est sorti, parce que tout le monde disait mais pourquoi titulariser Kane et tout, faites-le reposer, etc. Enfin pour plusieurs cadres d'ailleurs de Tottenham. Donc non, super impressionnant, super calme. Franchement, moi aussi ça me fait penser un peu à l'équipe d'Angleterre, qui a vraiment en fait une très belle équipe, parce qu'en plus avec un attaquant pareil, avec tous les milieux, ça va vraiment ça peut faire des étincelles. On ne sait pas vraiment ce que ça a donné, mais non, très plaisant, et son association avec Bale. Il y en a beaucoup qui sur Twitter rigolaient justement, peut-être que Son était un peu jaloux, mais nous, un peu les fans de ce transfert, quand on imaginait le trident offensif de Kane, Son et Bale, on en salivait. Et enfin, Mourinho nous laisse un peu les voir ensemble, et ça paye. Après, j'aimerais contrebalancer, voilà, c'est mon esprit peut-être de gunner, de dire que quand même cette période de Tottenham un peu où il y a beaucoup de buts, etc., c'est quand même contre des petites équipes, si j'ose dire, parce que Wolfsberg, Burnley, Fulham, c'était bien plus compliqué pour Tottenham. On a vu le coup franc de Tottenham à la fin du match. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la touche de rugby de Kane, je crois d'ailleurs. Ah oui, incroyable. C'est exceptionnel. Je veux dire, est-ce que c'est pas genre le Mourinho, le Mourinho style, comment dire, l'allégorie du Mourinho style. Et Crystal Palace, etc., Dynamo Zagreb. Donc voilà. Et dès qu'il y a une équipe un peu plus forte, West Ham. Trop court pour Tottenham, défaite 2-1, City, 3-0 City, c'est City, mais même Chelsea, Liverpool, donc on voit que j'ai hâte de voir un peu ce Tottenham entre guillemets 2.0 avec du Bale, avec un peu plus en confiance, etc. Qu'est-ce que ça a donné contre une grande équipe, contre une équipe un peu plus forte. Espérons que Arsenal, ça se passe bien, surtout qu'Arsenal n'a plus battu Tottenham depuis... Puis, attendez, je l'avais noté, 2018. J'ai pas regardé. 2018, depuis le 2 décembre 2018. Ah oui, et puis c'était une belle victoire 4-2, et puis par exemple un très gros match de Lucas Torreira. Évidemment, ça, c'est un ancien temps. Hein. Donc oui, il serait temps pour Arsenal de gagner face aux Spurs. Les Spurs, donc, ils vont très bien, comme Chelsea, quatrième du classement, et qui ont gagné 2-0 contre Everton lundi. Donc toujours aucune défaite pour Thomas Tuchel. Il y a eu 8 victoires et 3 nuls en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est 6 succès, et donc les 3 nuls étaient en première ligne. Évidemment, la victoire à Liverpool et puis contre l'Atlético a posé un petit peu une pierre pour la reconstruction. Contre Everton, on a vu d'autres joueurs, et on a vu que Thomas Tuchel avait remis en selle Kai Havertz, qui a été performant. Donc c'était sa deuxième titularisation avec Tuchel. La première c'était contre les Wolves, mais là c'était le tout premier match de Tuchel quand il était arrivé la veille ou 2 jours avant. Il est impliqué sur le CSC de Godfrey, un but refusé de la main, il provoque le penalty pour la faute de Pickford. Donc ça aussi, s'il peut remettre évidemment bien Kai Havertz un petit peu sur les rails. C'est vrai qu'on l'avait un peu perdu de vue. Bon, il y a eu quelques blessures, il y a eu le Covid, il y a toujours cette adaptation. Je ne sais pas si tu as regardé le match, Fred, mais en tout cas, j'imagine que tu sais pour la performance de Kai Havertz, et est-ce que ça peut amener en plus à Chelsea? Oui, c'est vrai que ça a été un peu l'une des marques de fabrique de Tuchel depuis son arrivée, de relancer des joueurs un petit peu au placard. On pense aussi à Marcos Alonso, par exemple, qui vraiment semblait plus du tout rentrer dans les plans, et qui maintenant est une vraie concurrence pour Chilwell. Donc, il y a Hudson-Odoi aussi. Enfin, voilà. Donc, avec Tuchel, on a l'impression que Chelsea en a pour son argent, enfin. Un vrai effectif, avec des vraies possibilités, des vraies alternatives à la fois tactiques et dans la composition. Kai Havertz, c'est vrai que c'est pas le joueur le plus connu. Il était moins connu que Timo Werner, alors qu'il a coûté plus cher. C'est vrai que c'est un joueur qu'on était un peu curieux de voir. Mais comme lui, c'est un joueur qu'on a un peu du mal encore à situer sur le terrain. Lampard le faisait peut-être jouer un peu loin du but, alors que Tuchel a l'air de l'utiliser plus haut, et ça a l'air de mieux lui convenir, parce que c'est vraiment un joueur de percussion et qui a besoin d'être dans la surface et devant le but.
Donc, à suivre, mais c'est vrai que là, voilà, on a enfin l'impression que oui, Chelsea a un effectif à la hauteur des investissements consentis. Et dans la période décisive, la dernière ligne droite qui arrive, pour eux, ce sera l'un des gros atouts par rapport à d'autres effectifs qui sont écornés par les blessures. Voilà. Donc, Chelsea à suivre. Ils sont au pied du podium. Moi, je maintiens qu'ils ont une carte à jouer pour finir même deuxième. Oui, et puis tu as raison de le dire. C'est vrai qu'avec un Man United, alors qui a certes gagné à l'Etihad de fort belle manière, mais qu'on a vu qui s'essoufflait ces dernières semaines, qui est encore engagé donc en Ligue Europa, qui a fait nul hier jusqu'à la dernière minute contre le Milan, qui est toujours là aussi en FA Cup, comme Chelsea aussi, mais Chelsea aussi a peut-être un effectif un petit peu plus fourni, ou en tout cas Tuchel qui fait un petit peu plus tourner que les Gunnar Solskjaer. Donc oui, c'est vrai que voir Chelsea déjà évidemment dans le top 4 bien sûr, on le voit, mais pourquoi pas terminer plus haut. Tu as parlé de Marcos Alonso qui était revenu titulaire contre Everton, Chilwell qui avait joué les deux gros matchs contre United et puis Liverpool. C'est vrai qu'il y a du turnover. Rudiger, pour la première fois, il avait été aussi mis sur le banc contre les Toffees. Kanté avait été mis aussi sur le banc, donc il dispose quand même, oui, d'un effectif assez fourni. Mais Arman, j'ai envie de t'interroger sur Timo Werner. Je sais pas si tu as vu un petit peu, parfois il y a des vidéos qu'on tournait sur les réseaux sociaux, ou même de toute façon la presse anglaise évidemment en parlait. Ça reste un joueur absolument merveilleux. Enfin, c'était un joueur absolument merveilleux à Leipzig. Il lutte un petit peu plus évidemment en Premier League, enfin en tout cas évidemment, mais son adaptation est plus compliquée, mais c'est surtout qu'il loupe quand même des frappes ou des face-à-face quand même qui permettraient de mettre sa confiance un petit peu plus à un niveau plus au-dessus, et on l'a encore vu contre Everton où il a encore loupé des opportunités assez incroyables. Ouais, mais il y a ce loupé aussi contre Liverpool, alors qu'il est tout seul, qui me revient en tête. Mais j'ai envie quelque part, le fait que Chelsea joue très bien en ce moment et ne perd pas, et réussit toujours à être solide, équilibré, quelque part, on ne parle pas trop, parce que très souvent, les buts viennent un peu de partout. Il n'y a pas ce numéro 9 qui marquerait tous les buts. Ça ne fonctionne pas trop comme ça dans le système de Tuchel. Donc, quelque part, on peut dire que c'est pas grave. Tant que ça marche. Pour l'instant, c'est pas grave, ça c'est sûr. Après, moi, j'ai tendance à le défendre parce qu'on voit beaucoup mieux. Enfin, on dit qu'il a loupé pas mal de choses. Donc, en fait, quelque part, il était là. Liverpool, là, il ne la met pas au fond, mais il était là. Bon, contre Everton aussi, il y a 2-3 petits moments où il aurait peut-être dû être plus décisif, mais disons que c'est déjà beaucoup mieux. Je pense que il a dit lui-même dans une interview, il ne s'attendait pas à ça en arrivant en Première Ligue. Il n'attendait pas à se faire bouger par des gros Maguire, par des gros défenseurs à l'anglaise. Donc, il lui faut un petit temps d'adaptation. On dit toujours qu'il faut cette petite saison d'adaptation quand on arrive en Angleterre. Parce que c'est très rare de voir surtout un attaquant arriver et empiler le but dès sa première saison. Donc, on a eu Fernando Torres, mais bon, est-ce que des Fernando Torres, il y en a tout le temps? Non, je suis d'accord, c'est très compliqué, hein. Et surtout Torres, je veux dire, toute l'équipe de Liverpool était bâtie autour de lui, il donnait les ballons, etc. Werner, ça peut être Odoi, ça peut être, je veux dire, il alterne, il joue un peu sans cet attaquant, sans ce numéro 9. Donc quelque part c'est le jeu est beaucoup moins centré sur Werner, mais moi je dis attendons encore un petit peu. Il a mis combien de buts cette saison? Je sais pas, il a mis 5, 6, je sais pas combien, faudrait checker. J'ai pas regardé, mais en tout cas c'est moins d'une dizaine. Il arrive à 10. On peut dire que pour une première saison. Non, mais oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur l'équipe. Qui, déjà, c'est pas un avançant, on va dire, pur. Enfin, en tout cas, pas en numéro 9 tout seul. Il a marqué 5 buts, Timo Werner, mais il a quand même fait 8 passes décisives. Et c'est vrai que je suis d'accord. Par exemple, contre Sheffield United, il a été quand même assez influent, passeur décisif pour Mason Mount. Et en plus, c'est lui qui provoque le penalty. Il est très utile, justement. Tu parlais du penalty. Tuchel disait que je choisis soit l'expérience entre guillemets ou la tour de contrôle un peu Giroud,
quand il joue un peu différent, soit la vitesse de Werner, qui pour le coup, ça on peut pas lui enlever, il est très vivace et il fait beaucoup de bien. Il a gagné plusieurs pénaltys comme ça, en partant à la limite du hors-jeu, etc. Donc pour l'instant, c'est peut-être le rôle, enfin, espérons qu'il mette quand même des buts, mais son rôle, il le fulfill, entre guillemets. Oui, bien sûr, oui, il le remplit très bien. Après, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le style de jeu de Leipzig qui était complètement en transition. En plus, c'était une sorte de 4-4-2 où il était avec Poulsen à côté. Et en fait, il n'était pas non plus tout seul devant. Après, il n'a pas non plus tout le temps joué devant en numéro 9 à Chelsea. Il était aussi souvent sur le côté. Mais voilà, c'est vrai que c'était une petite. Et si Chelsea se met à perdre, ce sera le premier. C'est toujours évidemment les grosses recrues qu'on va attaquer, mais enfin celles qui ont coûté cher. Mais c'est vrai, oui, j'avoue qu'on est peut-être parfois un petit peu dur sur Timo Werner dans le sens où même s'il a coûté cher, même si on avait des attentes. Une première saison en Première Ligue, sachant forcément qu'il allait en avoir du côté de Chelsea qui avait énormément recruté. C'est plus compliqué. J'attendrai vraiment, on va dire, les 6 premiers mois de la saison prochaine, vraiment pour me faire un avis un peu plus, on va dire, un peu plus pointilleux par rapport à lui. Chelsea qui va jouer contre Leeds, donc la rivalité Leeds-Chelsea encore ce week-end. Faut rappeler évidemment qu'au match aller, quand Chelsea avait gagné, Chelsea était premier c'était en début décembre. Chelsea était premier de Première Ligue, donc évidemment ça remonte quand même à longtemps. Leeds, ça va quand même moins bien, mais j'ai envie de dire, donc ils ont perdu 2-0 contre West Ham et ils avaient perdu à domicile contre Aston Villa. Leeds qui est 11e, mais j'avais envie de dire que c'est ça pour cette saison et sous Marcelo Bielsa, de toute façon à chaque fois c'est same old story. C'est soit blanc, soit il y a victoire, soit noir, soit il y a défaite. Il y a eu que 2 nuls, c'est contre City et contre, c'est dingue ça. contre Arsenal, c'était à Ellenwood. Non mais c'est absolument incroyable. Par contre, seulement que 4 victoires en 2021 en 11 matchs, donc 7 défaites. Fred, tu as toujours le même regard par rapport à cette équipe de Leeds. On a vu un petit peu des changements parfois. On a vu Diego Llorente qui enchaîne enfin en défense centrale aux côtés de Liam Cooper. Je rappelle que normalement ça devrait être la charnière centrale type, mais Diego Llorente avait été longtemps blessé. Il avait joué aussi contre Chelsea, donc en début décembre il s'était reblessé. Il a joué les 3 derniers matchs, mais pour un succès un petit peu quand même un peu plus mitigé. On a vu Jack Harrison aussi, alors qu'il jouait tout le temps du côté de Marcelo Bielsa, qui le mettait, donc il l'a mis remplaçant lors des 2 derniers matchs pour Elder Costa, pour remettre un petit peu en selle aussi Elder Costa. Quel est ton regard, toi, toujours sur Leeds? Il a pas bougé? Ouais, globalement, c'est une saison à la Bielsa aussi. C'est assez fréquent que ces équipes connaissent un coup de moins bien dans cette phase du championnat. L'année dernière, ça avait failli leur coûter la montée, et puis finalement ils étaient repartis, ils avaient fini très fort et donc ils avaient assuré la promotion. Mais c'est les saisons typiques des équipes de Bielsa. Voilà, c'est quelqu'un qui demande énormément à ses joueurs, donc il y a un petit coup de moins bien. Je suis pas plus inquiet que ça parce que les défaites sont quand même ric-rac, quoi. Ils perdent 1-0 contre Aston Villa, 1-0 contre Wolverhampton, 2-1 contre Everton. Ils sont pas à la rue non plus. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a le sentiment aussi que les erreurs d'Ilan Meslier dans les cages coûtent cher. Alors moi, c'est quelqu'un que je défends beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup défendu, mais là c'est vrai que c'est quand même un peu répétitif. Donc voilà, la déception pour moi, elle est là beaucoup. C'est une équipe qui a réussi à faire une saison sans se faire peur quand même, alors que beaucoup doutaient de la capacité de Bielsa à survivre, de Leeds avec Bielsa, de survivre à un passage en Première Ligue. Or, c'est quand même le promu qui de très loin s'en tire le mieux. Donc voilà, je suis pas plus inquiet que ça. Ils arrivent quand même encore à prendre des points, même contre des grosses équipes. Ils ont quand même battu Leicester, c'est pas rien. Donc au final, il faudrait pas qu'ils s'écroulent sur la fin de saison là, mais ça sera quand même une première saison réussie, quoi qu'on en dise.
Oui, oui, et puis de toute façon, on n'attendait non plus pas grand-chose du Leeds de Marcelo Bielsa, hormis évidemment de jouer, de jouer le maintien. Il y avait des observateurs, en tout cas sur les réseaux sociaux, des supporters de Marcelo Bielsa, etc., qui disaient qu'ils voyaient limite, pourquoi pas Leeds jouer l'Europe. Non, pour un club déjà, même sans Marcelo Bielsa, pour un club déjà, même mythique du championnat anglais, qui n'a pas été en première ligue depuis 16 ans, forcément, l'objectif premier est d'assurer son maintien. Et puis c'est vrai qu'avec le jeu de Marcelo Bielsa, on se posait des questions si son style de jeu et sa philosophie et sa seule philosophie pouvaient être mises en place en première ligue. Alors évidemment oui, Leeds est complètement en milieu de classement. Après, est-ce qu'elle permettrait à Leeds d'avoir, on va dire, de plus grandes ambitions dans ce championnat? Je ne sais pas, ça dépendra aussi évidemment du mercato fait, mais en tout cas au niveau de son style de jeu, on peut se poser la question, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, on attendait pas autre chose finalement de Leeds et de voir finalement les enchaînements des séries de victoires, de défaites, et à chaque fois une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. C'était, je ne vais pas dire que c'était prévisible, mais on aurait pu y penser. Arman, moi, il y a un joueur, évidemment, on en entend parler semaine après semaine, et puis aux conférences de presse, Bielsa est quasi toujours interrogé dessus, bah, c'est Rafinha. Évidemment, merveilleux joueur, le meilleur joueur pour moi peut-être de Leeds cette saison. Alors c'est peut-être que ça contrebalance aussi avec Patrick Bamford dans un style complètement différent, dans un poste complètement différent, et par rapport au but qu'il peut marquer, pareil, il y avait aussi des interrogations sur son niveau de jeu par rapport à la Première Ligue où il avait déjà joué. Mais Rafinha, voilà, ses 3 premières apparitions, bah, c'était des entrées en jeu. Mais en fait, depuis Arsenal et donc ce match aller, le match aller à Ellen Road 0-0, au retour de la trêve internationale de novembre, il a été tout le temps titulaire et il monte de plus en plus en puissance et il est complètement insortable. Bielsa lui laisse le champ pour s'exprimer au mieux. Il a donné aussi une interview à Sky où il disait justement qu'il avait complètement la confiance de Bielsa, qu'il se sentait très bien en Angleterre. Donc c'est une vraie réussite ce transfert. Ah, tu l'as dit, il a mis un peu de time, 2-3 matchs pour trouver sa place, pour montrer un petit peu qu'il méritait d'être dans le 11 de Bielsa. Et ça marche, 5 buts, 5 passes décisives. C'est le meilleur joueur, tu l'as dit, on peut dire peut-être le meilleur joueur de Leeds, le plus constant en tout cas. Un vrai délice. Maintenant, enfin, beaucoup s'enflamment aussi sur le fait que ça parle Bayern Munich, ça parle Liverpool, etc. Mais c'est un délice de le voir distribuer le jeu du côté de Leeds, et on voit à quel point c'était un joueur important. Je vais parler du Stade Rennais rapidement. Ah bah vas-y. Mais depuis qu'il est parti du Stade Rennais, je ne sais même pas si le Stade Rennais a gagné un match. J'exagère peut-être, mais on voit à quel point en fait il était important du côté du Stade Rennais. Beaucoup se disaient voilà, on va le casser, c'est pas un joueur qui peut peut-être jouer en première ligue, etc. Parce que c'est un joueur assez technique. Oui. Et finalement, très très bon recrutement de Marcelo Bielsa, qui sûrement devait le superviser depuis pas mal de temps. Donc non, un plaisir de voir ce genre de joueurs, les silky players qui aiment jouer avec le ballon. Il y en a pas beaucoup quand même. C'est vrai, il y en a pas beaucoup en première ligue. Pas beaucoup. Il y avait David Silva à l'époque, mais des Espagnols qui prennent des coups. Dans un registre différent, mais oui, voilà. Un petit peu dans le même style, ouais. Dans le sens qu'ils prennent des coups, qu'ils gardent le ballon, c'est un plaisir. Ouais. Et puis c'est une régalade absolue semaine après semaine. J'espère qu'il va nous régaler encore contre Chelsea. Donc le match, il me semble que c'est demain à midi et demi, donc 13h30 en France. Vous voyez un petit peu quel résultat, Fred, tu vois, si tu devais donner un petit peu pronostic à ce Leeds, qui est mi-figue mi-raisin, mais finalement un petit peu dans la forme que l'on attendait cette saison. Et puis, c'est vrai, un Chelsea qui carbure. Écoute, moi, je vais être hyper audacieux. Je vais dire 1-0 pour Chelsea parce que d'abord, c'est un score sur lequel il gagne très souvent aussi. C'est vrai que Tourelle gagne beaucoup de matchs, mais beaucoup de matchs sur le score de 1-0. C'est un score sur lequel perd beaucoup Leeds ces derniers temps. Donc, je pense que Chelsea a quand même de la marge. Et surtout, ils ont les armes pour pas se laisser embarquer dans les séquences un peu folles et maîtriser beaucoup plus le tempo du match que beaucoup d'autres équipes qu'affrontent que Leicester, par exemple, qui à mon sens, a moins le contrôle du match que Chelsea, qui est vraiment, là sur ces derniers matchs, est une machine.
et tu vois pas bien ce qui peut les dérégler. Donc je ne demande qu'à être surpris, mais voilà, je donne quand même un avantage assez net à Chelsea sur ce match-là, mais je m'attends pas non plus à un déluge de buts de part et d'autre. C'est pareil pour toi, Arman, tu vois une victoire de Chelsea? Malheureusement, je vois une victoire de Chelsea parce que j'ai pas beaucoup parlé tout à l'heure sur Chelsea, mais pour moi aussi, c'est l'équipe la plus impressionnante depuis que la Tuche est arrivée. C'est limite, c'est l'équipe qu'on aime un peu d'été. Moi, j'aimerais les voir chuter. J'aurais aimé les voir un peu chuter et presque Tuchel un peu chahuté, mais il réussit quand même ses débuts parfaitement. Et surtout, ils sont jamais inquiétés. En fait, ils ont tous les matchs depuis que la Tuche est arrivée. Il n'y a pas eu un moment où ils étaient débordés. Certes, il y a eu des moments de vide contre Manchester United, mais c'était des deux côtés. Donc non, Chelsea très malin et très bon grâce à Tuchel ces dernières semaines. Tu vas peut-être attendre le 12 mai avec impatience, puisqu'il y a le Chelsea-Arsenal, et t'espères évidemment qu'Arsenal gagne à Stamford Bridge. Mais moi, je rejoins Fred pour dire que Chelsea, dauphin de City, ce serait, au vu des deux derniers mois, c'est quand même... Parce qu'ils ont un rythme de champion, ils ne sont jamais inquiétés, ils gagnent leur match 1-0, hop. Ils n'ont pas l'air inquiétés, quoi. Enfin, j'ai hâte de voir un match où ils vont se faire un peu bouger. Et puis surtout que donc ils ont le même nombre de matchs joués avec United et avec Leicester. Ils n'ont que 3 points de retard sur Leicester et que 4 sur Manchester United. Sachant que même si ça va toujours bien du côté de Leicester, on n'est jamais à l'abri. J'espère qu'ils ont appris un petit peu de ce qui s'était passé la saison dernière, parce que si Leicester termine encore en dehors du top 4 alors qu'ils ont été pour la plupart du temps dans ce top 4, ça va être encore très très compliqué à encaisser. Mais en tout cas, oui, Chelsea là, ils sont sur un rythme. L'arrivée de Tuchel a complètement transformé cette équipe, et je parle surtout peut-être pas au niveau, on va dire déjà du jeu, parce que c'est vrai que parfois c'est pas très beau, mais en tout cas au niveau mental et au niveau du fait de gagner les matchs. Donc ça sera très intéressant de voir ça d'ici la fin de la saison. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir la fin de saison de Fulham. Là évidemment pareil, on parlait de la mentalité de gagneur de Chelsea. C'est un petit peu maintenant ce qui se passe du côté de Fulham, pardon, avec en fait maintenant ce Scott Parker qui a trouvé un petit peu les méthodes et clés, on va dire, pour réussir. Alors est-ce que c'est peut-être trop tard? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une véritable résurrection. Fulham qui a égalité de points avec Brighton 17e et 1 point derrière Newcastle. Donc les Seagulls et puis les Magpies ont quand même un match en retard à jouer, mais vu la dynamique des deux équipes, on peut quand même y croire. On peut quand même y croire du côté de Fulham. Les matchs nuls se transforment un peu, en tout cas en victoire, ce qui est un petit peu les complications de Fulham. C'est vrai qu'ils ont 11 matchs nuls cette saison, ce qui est absolument énorme. C'est le plus avec Brighton. Mais ça des très petits matchs nuls, c'est généralement des gros. Ouais, complètement. Mais on voit du jeu, par exemple, on l'a revu encore contre Liverpool, une équipe transformée. Maja devant, donc qui est impeccable. Certes, il a marqué que 2 buts donc contre Everton, mais son comportement devant change cette équipe offensivement. Joachim Andersen qui est devenu un rock derrière, incroyable. Et il n'y a pas que dans ces secteurs-là, Fred. Non, mais c'est une équipe qui a de la qualité à quasiment tous les postes, Fulham, quand même. Ils ont commencé la saison de façon catastrophique. Ils ont perdu 8 de leurs 11 premiers matchs. Donc, on donnait vraiment pas cher de leur peau en Première Ligue à ce moment-là. Et progressivement, les défaites se sont transformées en nuls. Et puis, dernièrement, les nuls en victoire. Et dont la dernière, dont celle à Anfield, très importante, ne serait-ce que psychologiquement, parce que voilà, ça va les décomplexer. Ils ont un calendrier pas facile sur la fin du championnat. Il y a encore les 2 Manchester, il y a Chelsea. Et surtout un dernier match qui pourrait être. On l'attend. Contre Newcastle. Donc, mais effectivement, s'ils n'y croient pas maintenant, je ne vois pas quand est-ce qu'ils vont y croire. Voilà, ils ont les armes, ils ont un projet, ils ont la conviction, ils sont bien dans leur jeu. Donc, voilà, il n'y a pas de complexe à avoir.
On l'a bien vu à Anfield. Bon, c'est vrai qu'Anfield, ça fait plus peur à grand monde maintenant. Mais voilà, ils ont joué crânement leur chance et effectivement, sur la première mi-temps, en tout cas, ils ont marché sur Liverpool. C'était assez impressionnant. Je crois. Ça me ferait mal au cœur que Brighton descende, donc je préférais qu'ils prennent la place des Magpies, mais bon, enfin, on verra. Mais voilà, moi, je pense que oui, s'ils y croient pas maintenant, enfin, ils y croiront jamais. T'es impressionné aussi par cette équipe, enfin cette nouvelle maintenant équipe de Fulham qui est complètement transformée, Arman, avec des joueurs qui ont complètement un peu step up leur niveau et puis des joueurs qui ont déçu et qui maintenant affichent des prestations quand même très très solides. C'est vraiment impressionnant. Hein. Très impressionnant et surtout ils ont gardé entre guillemets, après un début, Fred l'a dit, catastrophique. Ouais. Je me demande même comment est-ce qu'on continue. Scott Parker, on lui a fait confiance, il est resté et il a insufflé aussi à ses joueurs entre guillemets. C'est vraiment entre guillemets rendre un peu à Scott Parker ce qui est à Scott Parker. Donc il a su remobiliser ses troupes. Il a beaucoup rabâché que ça se jouait à rien. Je me rappelle plein de petits matchs qu'ils ont perdus alors que ça se jouait à rien. Et ils ont gardé la tête, entre guillemets, en dehors de l'eau. Et c'est peut-être une des choses les plus excitantes pour cette fin de saison. En vrai, la remontée fantastique de Fulham va être très passionnante à regarder. Surtout qu'il y a 2-3 petites équipes qui n'ont pas encore qui sont loin d'être sauvées. Magpies, Burnley ou encore Brighton. Toutes des équipes qu'on aime bien, en plus. C'est vrai que Brighton, Burnley, je sais pas, qui essaient toujours de se sauver un petit peu en bric-à-brac. Donc non, ça va être excitant. Mais je pense que Fred aussi a parlé avec un certain Zambo. Oui, justement, j'allais interroger Fred, mais tu as bien fait de le dire. Donc c'est vrai que Zambo Anguissa, c'est l'un des meilleurs joueurs, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas l'un des meilleurs joueurs de Fulham cette saison, qui soit à côté avec Harrison Reed, qui a été très 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 excellent lors de ces dernières semaines, quand Fulham a commencé vraiment à déployer du jeu et puis à ramener beaucoup de points. On voyait aussi évidemment Mario Lemina et puis il a marqué mais qui a fait aussi peut-être l'un de ses meilleurs matchs de la saison à Anfield, mais c'est vrai qu'il y avait ce Franck Zambo Anguissa marche sur l'eau, je ne sais pas si on peut dire ça parce que c'est vrai que dans une équipe de Fulham qui a eu d'énormes difficultés, mais en tout cas il a fait ses prestations et pour l'instant ça paye aussi, Fred. Ouais, c'est vrai que ceux qui suivent pas trop le foot anglais le connaissent surtout pour ses matchs à Marseille. Il avait rejoint Fulham en fait au dernier jour du mercato d'été en 2018, un peu à la surprise générale. Alors c'était le plus gros transfert de Fulham à l'époque, 30 millions de livres. Ça reste aujourd'hui la 4e plus grosse vente de Marseille quand même, donc c'est pas rien comme transfert. Mais ça avait été très compliqué pour lui parce que il était arrivé de façon précipitée, il n'avait pas fait la préparation avec l'équipe. C'était vraiment un recrutement fait sur des statistiques, comme on en fait encore aujourd'hui. Il cherchait Fulham par exemple. Mustafi avec Arsenal. C'est vrai que il cherchait un joueur avec un profil bien particulier. Ils ont passé ça dans une moulinette à stats et on leur a sorti ce nom-là. Ils ont dit allez banco. Ils ont quand même mis 30 millions sur lui, donc il devait y croire vraiment. Hein. Mais ça s'était pas très bien passé. Fulham avait connu une saison compliquée. Lui, il s'était blessé à la cheville. Il avait raté presque un tiers du championnat. Donc, ça avait vraiment été une saison difficile, pour rester poli. Et Scott Parker était arrivé lors de cette saison. Il était d'abord adjoint et puis ensuite entraîneur. Mais malgré tout, à la descente en Championship, il n'était pas trop chaud pour aller jouer à l'étage en dessous. Donc, il a été prêté à Villarreal, où il a fait une super saison et où vraiment les choses se sont débloquées pour lui. Villarreal aurait voulu le garder cet été, mais proposait pas assez d'argent. Et Fulham en avait besoin en première ligue. Donc, Scott Parker, avec qui il a une bonne relation, il me l'a dit. Il m'a dit honnêtement, si je suis resté, c'est beaucoup pour lui parce qu'il avait été là pour moi quand j'étais blessé ma première année. Donc je lui ai dit ok, t'as besoin de moi, donc je serai là pour toi parce que t'as été là pour moi. Et donc voilà, ça s'est bien enchaîné. Tu as raison, il forme un trio avec Reed et Lemina. Peu importe qui joue, ça fonctionne super bien. Ça donne beaucoup de liens dans le jeu. On le connaissait plus comme un défensif à Marseille, même s'il se projetait, mais il était plus défensif.
Et il était aux côtés de Luis Gustavo aussi, qui prenait peut-être plus de place dans le jeu. Hein. Mais là, maintenant, c'est le deuxième. C'est le deuxième joueur qui a réussi le plus de dribbles en première ligue. Oui, quand même. j'ai vu cette stat incroyable. Adama Traoré. Ouais. Donc c'est un truc de dingue. Et c'est le seul joueur à avoir plus de 50 dribbles réussis et plus de 50 tacles réussis en première ligue, ce qui montre qu'il est, il est vraiment le box-to-box de luxe. Il est vraiment capable de tout faire. Et donc c'est un joueur avec une trajectoire intéressante. Et il a joué un rôle assez important dans le redressement de l'équipe au moment où ça tanguait un petit peu partout. Ouais. C'est vrai qu'il est arrivé en 2018 et c'était vraiment la révolution à Fulham, donc qui était promu. Je crois qu'il s'agissait du premier promu à dépenser plus de 100 millions de livres lors d'un mercato. Donc d'été, c'était absolument incroyable et on avait vu évidemment la catastrophe avec des panic buys aussi à la fin du mercato et ça pouvait conduire qu'à une descente malheureusement, mais c'est vrai que là il revient. Là, il revient bien. Anguissa va très bien. Donc derrière, on a parlé de Joachim Andersen qui a fait évidemment une masterclass absolue défensive à Anfield. On parle pas beaucoup de Tosin Adarabioyo qui est aussi absolument magnifique. Donc c'est un Max born and bred, donc c'est-à-dire évidemment né à Manchester, qui a grandi à Manchester, etc. Formé à Manchester City, qui avait été prêté à West Brom et à Blackburn, qui a signé à Fulham cet été. L'été dernier jusqu'en 2023 et qui forme une charnière absolument merveilleuse avec Andersen. Donc pour l'instant, ça va très très bien à Fulham. Il y a la dernière. Et Areola dans les cages aussi. Et Areola dans les cages. Qui fait une très belle saison. C'est le quatrième gardien qui a le plus de clean sheet. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Tu as bien fait de le mentionner. C'est vrai que on en avait parlé dans un podcast justement qu'on avait évoqué aussi Fulham d'Areola, mais c'est vrai qu'il a fait aussi un très très grand match contre Liverpool et même de toute façon ces dernières semaines. Le calendrier va quand même être très compliqué. Quand on voit les adversaires, donc évidemment on a parlé de Man City demain, donc tu y seras Arman. Il y a aussi Leeds à domicile, il y a Villa à l'extérieur, Wolverhampton à domicile, Arsenal et Chelsea à l'extérieur, la réception de Burnley, mais après les déplacements à Southampton et à Manchester United, et enfin la réception de Newcastle. La finale. La finale, donc ça va être un vrai parcours du combattant. Ça va être quand même très très compliqué. Mais ils sont revenus à hauteur. Alors certes, comme on l'a dit, les deux autres, Brighton et Newcastle, ont un match en moins, mais quand on voit leur dynamique, le rêve en tout cas est permis pour Fulham. Ça va être chaud et ce qu'ils ont affiché évidemment à Anfield, ils peuvent très bien le refaire face à Manchester City et face aux autres gros calibres. Surtout contre les gros, on va dire que. On va pas dire qu'ils jouent mieux, mais je veux dire, quelque part, ils ont réussi des belles perfs contre Tottenham. Ouais. Donc, ils sont capables de grappiller des petits points. À voir. Demain, peut-être. Ouais, demain, c'est peut-être un peu ambitieux. À voir. Mais impressionnant. Ça va être chaud. La 28e journée de Premier League va commencer ce soir avec un Newcastle Aston Villa. Donc, pour Villa. Il y a plus grand chose à jouer, si ce n'est aussi quand même une place européenne, pourquoi pas à la fin de la saison, mais c'est surtout pour Newcastle où ça va être très 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 chaud. On a un petit derby, si je peux dire ça, de la South Coast entre Southampton et puis Brighton. Bon, ce sera pas la même rivalité que Southampton et puis Portsmouth, mais en tout cas Southampton et Brighton se jouent dimanche à 13h. Et on a avec le North London Derby programmé à 17h30 heure française dimanche. On a quand même un Manchester United West Ham dimanche donc 20h15 qui va être aussi chaud parce que United qui donc comme on l'a dit qui sort d'une très belle victoire à l'Etihad mais qui quand même s'essouffle ces dernières semaines. Et un West Ham qui marche sur l'eau. On n'a pas évoqué West Ham, peut-être qu'on le fera au prochain podcast. Mais ça va être très très compliqué. Comment vous voyez cette rencontre, messieurs ? Alors, on a hâte de voir justement, surtout que West Ham n'est pas très loin. Ils ont un match en moins que Manchester United, donc ils sont à 6 points. Ouais. Pourquoi pas ? Quelque part, c'est aussi une des équipes qui a la meilleure dynamique un peu. On parlait de Fulham tout à l'heure, mais
c'est un peu une des équipes surprises du championnat qui est capable de performer contre les gros. Ils ont fait douter Man City. Donc à voir, attention Manchester United, attention. Pareil, Fred, tu vois quand même une opposition où ça va être compliqué pour les Red Devils d'assurer la victoire, sachant que c'est vrai que, comme l'a dit David Moyes, s'il n'y avait pas une place européenne, peut-être, soit un top 4 ou en tout cas une place européenne, ils seraient déçus. Mais après, ça c'est un petit peu le nouveau statut maintenant de West Ham avec leur de nouvelles dynamiques. Maintenant, on les attend plus, mais ça va être une opposition assez compliquée pour United. Ouais, surtout que United est toujours pas très à l'aise à Old Trafford. Hein. C'est pas... Ils jouent souvent mieux à l'extérieur. West Ham, c'est pas des foudres de guerre à l'extérieur non plus. Donc, moi, je verrais bien un match nul quand même. Je pense que les personnes seraient trop fâchées avec un match nul. C'est vrai que là, Manchester United, ils ont en plus une phase compliquée hein, avec. City s'en sont bien tirés. Milan, hier, ils ont joué quand même un petit peu à l'économie et, complètement. Et ça a fini par céder dans le temps additionnel. Mais honnêtement, là, pour le coup, on avait débattu du terme hold-up pour le match à City, mais s'ils avaient battu Milan AC, là, pour le coup, c'était un hold-up. Ah oui. Donc, le nul était beaucoup plus logique. Donc, ils ont un nouvel adversaire direct là avec West Ham qui arrive. Ensuite, il y aura le retour à Milan AC. Donc, c'est vrai que ça tangue un petit peu. Martial, on en a parlé, il a été sorti à la mi-temps parce qu'il n'a pas été bon hier non plus. Pogba, il n'est pas encore revenu. Il n'y a pas encore de date réelle de retour donnée par Ole Gunnar Solskjaer. Il s'entraîne ou pas, non? La presse parlait du 18, mais 18 ce sera sans doute le retour un peu à l'entraînement. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de date vraiment de retour pour les matchs. Il n'y a encore rien de communiqué parce qu'après, c'est comment après il se sent évidemment au niveau des entraînements. Le fait de prendre évidemment, de participer de manière entière à l'entraînement aussi. Donc, c'est pour l'instant, non, il n'y a pas de. En tout cas, les retours sur le terrain, il n'y a pas de date vraiment précise. Donc, ça aussi, évidemment, ça pénalise Manchester United. Ouais, avec Fernandez qui, on en a déjà parlé, qui tire un petit peu la langue et qui est plus tout à fait aussi brillant qu'il l'a été, même s'il est passeur décisif hier. Donc voilà, oui, pour Manchester, c'est une zone de turbulence et on a un petit peu hâte de voir comment ils vont s'en sortir parce que ça déterminera vraiment la fin de saison et ça se joue beaucoup maintenant. Ça va être très 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 intéressant. Évidemment, il y a cette journée de Premier League, il y a aussi la Championship League 1 et League 2, mais il y a aussi les finales et on va terminer évidemment par ça très rapidement. Les finales de l'IFL Trophy, donc qui est la troisième compétition la plus importante en termes de coupe nationale derrière la FA Cup et la League Cup. Donc, c'est une compétition qui met aux prises tous les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, et donc les 48 clubs, plus 16 équipes de l'académie de clubs qui sont en Première Ligue et qui sont en Championship, donc par exemple Man United U21, Chelsea U21, etc. Et donc, samedi, il y a la finale Portsmouth-Salford City, donc la class of 92 va peut-être pouvoir soulever un trophée dans la salle des trophées, donc qui est très petite évidemment de Salford City. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que donc Portsmouth, qui est déjà tenant du titre, ça c'est le Portsmouth-Salford City, c'était la finale de l'édition 2019-2020. Donc qui n'avait pas pu se jouer la saison dernière en raison du Covid. Et la finale de l'édition 2020-2021 se joue aussi le lendemain à Wembley, Sunderland Tranmere Rovers. Donc en fait, finalement, soit Portsmouth, soit Salford City sera champion pendant 24 heures et remettra en fait donc son titre en jeu dès le lendemain. Donc c'est assez drôle à voir évidemment Sunderland. Je vais faire un thread d'ailleurs sur les réseaux sociaux où ils ont, depuis leur victoire en FA Cup en 73, 8 fois ils sont venus à Wembley, 8 fois ils ont perdu. Donc il y a une grosse malédiction sur Sunderland aussi. À l'image de toute façon comme la série, c'est toujours le tragique évidemment. On recommande chaudement cette série quand même, c'est exceptionnel. C'était absolument exceptionnel. Il y a eu que 2 épisodes en moins lors de la saison 2. Mais en tout cas, oui, elle a été exceptionnelle. On voit vraiment pour ce club, évidemment, que
que les gens ne vivent que de ça. C'est un petit peu le cas de toute façon du nord de l'Angleterre où c'est vrai qu'il y a pas grand-chose et puis en fait on ne vit que pour son club. Bon, déjà on le vit pour son club partout en Angleterre, mais je dirais que dans le nord c'est encore plus un petit peu plus le cas. Merci Josh messieurs. Majak, on voit un petit Josh Majak qu'on voit à plusieurs reprises. Oui, exactement. Josh Majak, qu'on voit. Donc, pour ceux qui suivaient déjà un petit peu le Championship et puis la Ligue 1 connaissait déjà Josh Majak, mais évidemment on le voit dans cette série, on le découvre pour beaucoup ils ont découvert Josh Majak dans cette série. C'est la fin de ce podcast, messieurs. On a été complet, on a abordé beaucoup de choses. Merci beaucoup de votre présence et puis j'imagine que vous allez regarder ce week-end de Premier League avec impatience. Quel est pour vous le grand gagnant du week-end? Quel pourrait être pour vous le grand gagnant du week-end, que ce soit encore Man City ou que ce soit Manchester United qui gagnera avec les autres paires? Vous voyez quoi un petit peu ce qui va se passer? Ça pourrait être Leicester qui reçoit Sheffield United. Donc, il pourrait éventuellement prendre la deuxième place à Manchester United et la conserver après le match contre West Ham. Ça pourrait être eux qui font la meilleure opération dans le top 6. Parce que je vois pas Sheffield les contrarier beaucoup. Voilà. Et on a oublié de parler aussi lundi, Liverpool qui joue à Wolverhampton. Oui, à Wolverhampton, exactement. Ils confirment leur regain de forme ou pas. Enfin, il y a plein d'enjeux. Il y a encore une fois, c'est une journée avec plein d'enjeux un peu partout sur les terrains. Donc, ça va être intéressant à suivre. Fulham, ils vont gagner pour Arman à Craven Cottage contre City. Ah, ce serait pas mal. Ou Arsenal contre Tottenham aussi. Arsenal qui remonterait un petit peu, qui ferait un grand bond, qui remonterait vers la 9e, 8e place. Donc, à voir. Et West Ham aussi, attention, franchement, si West Ham gagne, ce sera pas mal. Il pourrait passer 4e si jamais Chelsea ne gagne pas. À voir. Let's see. Merci beaucoup, Fred. Toujours avec plaisir. Merci à toi et puis merci aux auditeurs. Merci aussi encore à toi, Herman, c'est un plaisir. Un plaisir, merci à toi et aux auditeurs, c'est toujours un plaisir. Et puis le podcast God Save the Foot revient la semaine prochaine. Ciao, ciao.